à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller. Au nom de toute l'équipe Un endroit où aller, je voudrais vous présenter tous nos voeux. Ce soir, nous avons l'occasion de démarrer cette reprise et cette année 2021 avec Colette Lambridge, qui est la fondatrice et la directrice littéraire des éditions du Canoë. Avant qu'on commence notre discussion, Colette, je vais rappeler aux participants qui peuvent poser des questions par l'intermédiaire du petit onglet Converser et Frédéric de Guelt reviendra poser les questions à la fin de notre entretien. Bonsoir Colette Lambridge, comment allez-vous? Bonsoir, mais écoutez, je vais bien et je suis très heureuse d'ouvrir cette année 2021 avec vous et de pouvoir parler un peu de ce que je fais à tous ceux que ça peut intéresser. Et voilà, je vous souhaite d'abord une très bonne année, c'est la première chose. Et puis, euh, voilà, j'espère qu'elle sera meilleure que l'année précédente. On espère aussi plus de Oui, douceur et de sérénité. oui. Alors, vous n'êtes pas inconnu du paysage littéraire parce que ça fait 40 ans, je crois, que vous êtes dans la littérature. C'est ça? Vous avez commencé comme directrice littéraire en 76, si mes souvenirs sont bons, c'est ça? Oui, en fait, si vous voulez, j'ai, j'ai pas fondé, mais je suis arrivée un an après la fondation des éditions de la Différence. Non, c'est- Et j'ai donc bâti cette maison avec Joachim Vital, qui en était le directeur, et jusqu'à sa mort en 2010. Et puis après sa mort, pendant encore 7 années. Euh, voilà, donc c'est un long parcours qui a été fait là. Et j'ai été si désespérée, si vous voulez, du dépôt de bilan des éditions de la Différence, que je me suis dit qu'il fallait que je continue. Et comment continuer quand tout ce que vous avez fait n'est plus, vous n'avez plus de prise là-dessus? Eh bien, j'ai fondé une autre petite maison qui est le Canoë, qui, voilà, qui vogue. Donc, elle est toute jeune, elle est quoi? C'est toute jeune. Depuis septembre 2017, hein, c'est ça, le Voilà, Canada c'est est en- ça. Oui, c'est ça. C'est donc très récent. Oui. Alors, vous avez un très beau logo qui a été dessiné par un artiste argentin, je crois. Alors, vous allez nous parler déjà pourquoi avoir choisi ce nom, le canoë. Je sais qu'il y a une signification forte. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Une sorte de Alors, transmission, je crois. oui, absolument. Parce que le canoë, c'était sur des canoës que dans les temps très anciens, les gens se passaient euh, des chants, des textes en tout cas, de bateau à bateau, large de l'Australie, de l'Océanie. Et puis j'aimais le son, le canoë, je trouve que ça sonne bien. Euh, et puis j'étais seule à bord. Donc le canoë, De faire c'est tout une seul. embarcation légère qu'on peut piloter seul. Donc toutes ces raisons à la fois m'ont poussé à donner ce nom à cette nouvelle maison. Et donc le logo, c'est Julio Leparc, qui est un très grand artiste argentin, mais qui est presque aussi parisien qu'il est argentin, parce il est à Paris depuis 1965, donc ça fait quand même un bail, qui est un homme merveilleux avec qui j'ai fait un livre euh, et qui m'a donné en fait la possibilité, la possibilité d'une certaine façon de commencer le canoë. Parce qu'il m'a fait confiance au moment où la différence pour moi s'écroulait. On avait des projets ensemble et il a reconduit ses projets sur la nouvelle maison. Voilà. Alors, pour parler un peu de ce logo, pour que les spectateurs comprennent, alors, est-ce que c'est le monde qui est représenté par cette sphère? Parce que le canoë Oui, est posé sur une sphère, donc c'est bien le monde qui est ça? ben oui, enfin, on peut, enfin, moi, c'est comme ça que je le lis, en tout cas, Aussi, ouais. c'est comme le monde, ça peut être la mer, ça peut être le. Mais en fait,
En effet une allégorie du monde. Et alors, il y a une phrase de Fernando Pessoa sous le logo. C'était Oui, important aussi pour vous de mettre cette phrase. Alors, la phrase exacte, c'est tout vaut la peine si l'âme n'est pas petite. oui. Mais c'est-à-dire que, évidemment, lancer une aventure comme ça, d'abord, je n'ai pas 20 ans, et c'est c'est- c'est à la fois périlleux et excitant. Euh, donc je me suis dit que si j'étais enfin, si mon âme était à la mesure de ce que je souhaitais faire, eh bien ça valait la peine. C'est- Alors, est-ce qu'on peut parler de la ligne éditoriale de l'édition Le Canoë? C'est quoi votre ligne éditoriale exactement? Ma ligne éditoriale, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aime, c'est c'est ce qui me retient dans les textes. Alors, je ne suis pas du tout dans un genre particulier, c'est-à-dire que pour moi, que les choses soient des romans, des essais, de la poésie, de la littérature française ou étrangère, c'est pas pour moi des distinctions fondamentales, si vous voulez, dans, qui me font choisir un texte. C'est pas ça. La forme, bien sûr, est complètement importante, mais elle est importante à l'intérieur du projet qui est dessiné par l'écrivain. Donc voilà, donc c'est difficile à définir la politique. C'est vraiment, je voudrais en fait, mon rêve le plus secret, si vous voulez, c'est que chaque lecteur, oui, chaque lecteur soit se disent en voyant un livre du Canoë, en le reconnaissant, en se disant, il y a quelque chose là-dedans qui a été retenu et qui va ou qui peut m'étonner. En fait, c'est ça que j'aimerais. Je ne sais pas si j'y arriverai, Il n'y a pas de mais raison. c'est ça que je voudrais. Vous êtes combien aux éditions Le Canoë? Vous êtes toute seule ou Mais non? Vous je n'êtes pas suis toute toute seule quand seule, même. mais il y a, non, je ne suis pas vraiment toute seule parce que il y a un jeune homme qui s'appelle Pierre Stapp qui m'épaule pour le moment encore un jour par semaine, mais j'espère un peu plus prochainement, au Oui, plus donc vous êtes longtemps. quasiment toute seule. Oui. Donc en fait, vous êtes à vous toute seule la direction, le comité de lecture, vous faites tout en fait, vous êtes Oui, multifonction. je fais tout. Je fais tout, mais j'ai quand même beaucoup d'interlocuteurs extérieurs. Mm. C'est-à-dire que quand j'hésite, quand je ne suis, enfin, je parle avec toute une série d'interlocuteurs qui me permettent d'agir. Parce que, bien sûr, c'est bien d'être tout seul, mais il faut avoir d'autres gens dans le bataillon invisible. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous envoie par la poste les manuscrits On me comment les ça se envoie passe? de toutes les façons. Vous savez, justement, en ayant travaillé pendant tant d'années à la différence, j'ai gardé des liens plus ou moins étroits avec les uns ou les autres qui, lorsqu'ils apprennent, ou lorsque les liens justement sont restés étroits, lorsqu'ils apprennent que j'ai recommencé, eh bien voilà, ils m'envoient des choses. Alors, il y a des gens qui me les envoient par la poste, les d'autres qui me les envoient par email, enfin, il y a toutes les façons. Il y a d'autres qui me donnent, enfin, des amis qui me recommandent des textes. Il y a toute une série de voies d'accès, je dirais, à, au livre. À l'heure actuelle, vous avez combien de titres là Écoutez, je crois que je me suis trompée d'ailleurs, mais je crois que j'en ai 20 23. Euh, Parmi ces 23, il y en a trois, il y en a deux en tout cas qui sont en coédition avec Exil. Oui. Justement, le livre La Grande Monographie de Julie Lepard, que j'ai fait avec les éditions Exil, Philippe Thureau d'Angin, et aussi le livre de Martha Lepard, qui est donc la femme de Julie Lepard, qui est un très beau livre d'ailleurs parce qu'elle fait des œuvres en tissu.
que j'ai fait aussi en coédition avec lui. Mais à part ces livres-là, tous les autres, dont 21, sont uniquement des éditions du Canot. Alors, vous n'avez pas été, vous avez écrit, vous avez écrit des romans, vous avez écrit des nouvelles, des essais, me semble-t-il. Vous arrivez à faire tout ça? Mais écoutez, j'ai toujours écrit. Alors, j'ai pas toujours publié, mais j'ai toujours écrit. Et c'est une de mes activités. J'en ai d'autres. Mais là, je pense que j'ai justement, étant donné que je fais aussi de la peinture, je fais des papiers mâchés en réalité. Je- mais je pense que, si vous voulez, mon intérêt à la fois pour la littérature et pour l'art vient du fait que je suis dans une forme d'empathie complète avec les écrivains et les artistes, parce que moi-même, c'est une chose, enfin, je suis partie prenante là-dedans, même si je ne vais pas publier. Le but n'est pas du tout de publier des textes que j'ai écrits moi ou des choses que je fais moi. Mais je suis dans ce partage-là. C'est une chose qui m'intéresse non seulement parce que les autres sont les autres et justement, ils vous économisent d'une certaine manière de faire toute une série de choses parce qu'ils le font mieux que vous ou autrement et que ça devient inutile. Et en même temps, on est dans une espèce euh, de choses communes. Alors, vous avez été longtemps donc directrice littéraire aux éditions La Différence, donc de 76 à 2017, si je compte bien. Quel regard portez-vous sur l'évolution du monde de l'édition? Pensez-vous que ça a évolué dans le bon sens? Vous avez rétrogradé? Quel regard portez-vous là-dessus, sur ce petit monde bien particulier? Oui, ben écoutez, il est un peu à l'image de la société en général. Hein, je veux dire, euh, alors, dans la société en général, il y a une grande confiance qui se passe dans tout le monde de l'entreprise, c'est qu'il y a une immense concentration euh, dans des grands groupes de la majorité de l'activité. Euh, alors moi, j'ai toujours pensé que l'édition était une chose qui ne pouvait pas être industrielle. Dès que ça le devient, euh, il y a quelque chose qui se perd irrémédiablement. Alors, même si aujourd'hui les très grosses maisons et qui ont été les maisons historiques françaises comme Gallimard, comme Le Seuil, comme beaucoup d'autres, sont très puissantes sur le marché du livre, je pense que la période où elles étaient euh, incandescentes, je dirais, dans leur création, c'était au début. C'était au début parce qu'au début, c'était une réunion de très peu de gens. Et je pense que toute chose même si elle prend de l'importance par la suite, et dans la façon dont on raconte l'histoire, euh, c'est toujours une affaire de très peu de gens. Je pense que c'est vrai aussi pour les mouvements dans la peinture, par exemple, quand on parle du surréalisme, quand on parle de... Si on voit le surréalisme, c'était 4 types ou 10 types autour d'une table devant des verres de vin ou d'autres Substance. liqueurs. Oui, c'est ça. Et après, on voit cela comme une histoire avec un début, on raconte une histoire. Mais je pense que, je pense que la création, de quelque façon qu'elle se, qu'elle se fait, si vous voulez, c'est une affaire de peu de gens. Donc, vous pensez qu'il y a trop de maisons d'édition à l'heure Non, actuelle? je pense pas qu'il y en a trop parce que je pense que la création se dissémine ailleurs. Si vous voulez, justement, je pense que toutes les petites maisons ont un rôle absolument capital, même si elles sont rachetées par la suite par d'autres.
Mais elles font, parce qu'elles ont cette énergie du début des choses, de découvrir, de sentir dans le paysage des choses que les autres, qui sont dans d'autres problématiques, parce qu'ils doivent faire face à payer une série de gens dans des locaux, etc., etc. Donc, il y a une logique d'entreprise qui s'est substituée à la logique créatrice du départ. Mais cette logique créatrice du départ s'est déplacée ailleurs. C'est un peu comme les quartiers de Paris, si vous voulez, au début. Bon, c'était Saint-Germain, c'était la place Clichy. Aujourd'hui, vous voyez dans le 19e, vous voyez dans le 20e des endroits absolument qu'il n'y a plus dans le centre historique de Paris. Et je crois que tout se déplace tout le temps, en réalité. Et aussi, et ça c'est peut-être plus aussi dans les différents pays, c'est-à-dire ce qui a été central dans un pays ne l'est pas forcément 50 ans plus tard. Alors justement, par rapport à l'international, vous publiez beaucoup de romans étrangers. Ça se passe comment? Vous les faites traduire? Vous recevez les textes en langue originale? Comment ça se passe? Je ne traduis pas beaucoup de romans étrangers. Non. J'ai publié, si vous voulez, un auteur russe, Julian Semenov, auquel je tiens beaucoup, parce que je pense que c'est une redécouverte, une découverte et une redécouverte. Et je le fais traduire. Hein. Je le fais traduire par une traductrice exceptionnelle, d'ailleurs, Monique Slodian. Euh, mais alors, il y a des textes étrangers qui peuvent m'arriver déjà traduits, D'accord. mais c'est pas, enfin, c'est plutôt exceptionnel. Ça. Et quelle éditrice êtes-vous? Est-ce que vous êtes dur? Et comment vous travaillez comment hein, avec vos auteurs? Comment vous répondre? Je ne sais pas. Vous êtes Euh, sévère? Est-ce que vous êtes sévère? sévère dans quel sens? Ben, je ne sais pas. Est-ce que ils vous agacent? Est-ce que vous êtes un peu, je vais pas dire violent, mais est-ce que vous les bousculez un petit peu ou vous êtes très Ben, protectrice? Vous les mettez en confiance? Je ne sais pas moi. ça dépend. Vous savez, c'est vraiment, je pense qu'un auteur, c'est comme vous et moi. Je veux dire, ça dépend de la relation, ça dépend d'à quel moment on commence avec un écrivain. Est-ce que c'est pas la même chose le rapport avec un très jeune écrivain et avec un écrivain qui est déjà confirmé ou eu des, qui a eu des grands succès autrefois et qui n'en a plus aujourd'hui. Enfin, les relations sont des relations humaines, donc extrêmement variables sur le, s'il y a une échelle de mesure, je ne sais pas s'il y en a. Comment avez-vous su que vous alliez devenir directrice littéraire et par la suite rentrer dans une maison d'édition? Vous l'avez toujours su? Ah, C'était un écoutez, plaisir. non, vous savez, les rapports à l'édition, bon, vous savez, j'avais un oncle qui s'appelait Georges Lambrix, qui était un personnage assez important dans l'édition française. Il a travaillé d'abord chez Minuit, puis il a eu des responsabilités très importantes chez Gallimard. Il a dirigé la NRF. Et en fait, c'était le frère jumeau de mon père. Moi, je suis née en Belgique, je ne suis pas française. Euh, et vous savez, les rapports des jumeaux sont des rapports extrêmement étroits. Et la personne que mon père préférait, c'était son frère. Euh, et sans doute pour exister à ses yeux, j'ai pensé que, puisque j'habitais Bruxelles, je suis née à Bruxelles, j'ai fait mes études là-bas, j'ai pensé que c'était vraiment à Paris que les choses étaient les plus importantes et pas où j'étais. Alors, ça ne s'est pas passé, je vous fais une espèce de condensé parce que il y a eu beaucoup d'épisodes là-dedans. Je me suis d'abord dit que c'était
que ma vie serait partout sauf à Paris. Donc, ce serait à New York, ce serait en Hollande. Et puis, finalement, de fil en aiguille, je me suis rendue à, à quelque chose qui était sans doute très important pour moi. Et voilà, et c'est devenu ma vie. Voilà, pour vous dire. Est-ce que vous lisez beaucoup, j'imagine? Quels sont les auteurs qui vous ont peut-être influencé dans le côté écriture, là, je parle à l'auteur. Est-ce que vous avez des écrivains qui vous ont marqué, que vous aimez par-dessus tout? Oui. Alors, les écrivains qui m'ont marqué, si vous voulez, dans la généalogie de ce que j'ai fait, euh, ça a été principalement euh, Kafka et Borges, donc des écrivains étrangers quand même. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai enfin, j'ai lu beaucoup de choses depuis l'époque où j'ai écrit les textes que j'ai écrits. J'ai, si vous voulez, un rapport très éclectique à la littérature parce que je pense que aujourd'hui, si vous voulez, bon, pour moi, il y a un écrivain français qui, pour moi, me semble complètement capital aujourd'hui, c'est Pascal Quignard. Je pense que c'est un très grand écrivain et je l'ai découvert d'une certaine manière récemment. Euh, et je ne me lasse pas de lire ce que, son dernier royaume, justement, qui s'est réparti en 11 volumes jusqu'à présent. Euh, c'est c'est très, comment dirais-je, il y a une grande joie à lire des grands écrivains. Il y a quelque chose qui vous remplit d'une espèce de... euh, ça vous comble quelque part. Je pense qu'il y a quelque chose d'irremplaçable dans cette expérience. Euh, donc, je suis très heureuse de voir qu'il s'agit d'un écrivain français. Parce que la littérature française, bon, c'est d'abord ma langue, donc ça a une importance absolument capitale. Euh, et ça n'a pas toujours été euh, aux yeux du monde, je dirais, dans toutes les époques récentes, la littérature qui a marqué sans doute le plus. Est-ce Je qu'il y a veux, est-ce qu'il y a un auteur que vous auriez aimé éditer, vous, particulièrement? ben voilà, celui que je vous Lui? dis, oui, D'accord. voilà. Non, mais même si on a mis la main à certaines époques sur des écrivains qui ont eu un énorme succès par la suite, pas chez nous, je pense par exemple à Houellebecq, dont on a publié quand même les deux premiers textes, Rester vivant et la poursuite du bonheur. Euh, Même si Houellebecq est quelqu'un d'extrêmement intéressant, pour moi, je veux dire, ça reste un écrivain. Euh, euh, c'est pas pour moi un grand écrivain, voilà. Je C'est veux quoi un dire, grand écrivain pour vous? non. Non, mais quelle est la définition pour vous d'un grand écrivain? Eh bien, c'est un écrivain dont on peut relire les livres sans arrêt, sans l'épuiser. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui résistent à ça. C'est-à-dire que même si vous avez été très séduit par un texte, euh, je pense que, et même peut-être ébloui, la relecture est une chose assez redoutable. Ça, je suis d'accord.
Moi qui ouais, aime bien relire les livres, parce que je trouve que justement, dans ce que j'appelle moi la lecture bis, donc la ouais, seconde, comme on n'a pas l'attente de savoir ce qui va se passer, on voit tous les détails. Et c'est là que oui. parfois, on peut être déçu ou alors voir des choses qu'on n'a pas vues. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il y en a beaucoup qui disent relire les livres, ça sert à rien. Moi, je trouve que c'est très intéressant de relire les livres. Ah oui, je trouve aussi. Je trouve aussi, et il y en a peu qu'on a envie, enfin, bon, je parle pas des classiques qu'on peut avoir envie ou pas en fonction de plein d'éléments. Euh, mais relire, par exemple, et quand je vous disais, quand vous me demandiez les écrivains qui m'ont marqué, justement par rapport au texte que j'ai écrit, quand je vous citais Borges ou Kafka, mais voilà des écrivains qu'on peut relire sans arrêt, aussi, d'une autre façon. Est-ce qu'ils sont intemporels pour vous? En tout cas, dans le laps de temps, parce que bon, la temporalité, il faut voir à partir de quand on l'a fait partir. En tout cas, dans le laps de temps de notre vie, enfin de ma vie, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'ils ont une vue sur le monde qui englobe encore l'époque récente. Tout à l'heure, on parlait de transmission par rapport à la signification de votre logo. Est-ce que vous pensez que être éditeur, c'est transmettre, être passeur? Ah oui, c'est complètement essentiel. C'est complètement essentiel parce que vous voyez, on vit autant avec les morts qu'avec les vivants. Euh, les morts sont. Et les livres, c'est la parole des morts, en fait. C'est les morts qui nous parlent. Et, euh, et on ne peut pas, on n'existe pas si on est uniquement dans le présent. Et c'est la grande, je dirais, c'est la grande faiblesse de notre époque, c'est de tout réduire au présent, c'est de se, je veux dire, d'accélérer les choses pour les faire passer, en fait. Et c'est un, c'est un des grands problèmes, mais je pense que la résistance du livre, je crois, est un des signes qui est donné. Euh, on ne peut pas continuer dans une espèce de course qui n'a pas qui n'a pas de sens. Et les librairies, pour vous, ça représente quoi? Un lieu de Pardon? vie? Les librairies, ça représente quoi pour un Ah, éditeur? mais c'est complètement essentiel. Complètement essentiel. C'est-à-dire que le livre, sans les libraires, enfin sans des passeurs, donc je pense que les éditeurs en sont, mais les libraires en sont absolument. Euh, parce que qu'est-ce que c'est le nom d'un auteur et le titre d'un livre si personne ne vous en a parlé, si c'est, c'est- c'est- bon, c'est ce qui se passe, si vous voulez, avec les librairies informatiques, c'est-à-dire ce sont des fichiers. On vous montre un truc et puis, bon, euh, soit vous le connaissez déjà et alors peut-être vous l'achetez ou vous le lisez par ce biais-là. Mais si vous ne le connaissez pas, il n'y a aucune chance que jamais vous ne le connaissiez par cet intermédiaire. Donc, donc mais c'est complètement essentiel. Je veux dire, au-delà même de l'échange humain qu'il peut y avoir dans tel ou tel lieu, mais pour passer des textes, c'est la seule façon. Et Alors, c'est est-ce en que... ça que, excusez-moi, et c'est Non, en non, ça que d'ailleurs en France, parce que je crois que la France est peut-être le pays qui a le plus grand réseau de librairies. allez. Et je crois que c'est un bien, mais absolument essentiel, qui, dont, dont je ne sais pas si on mesure l'importance. Oh, quand même. On a vu que les gens, là, avec le confinement, les gens allaient en librairie. Donc, Oui, on sait que c'est très important quand même pour eux. oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est important aussi que ce soit disséminé partout. Euh, parce que, bon,
Et puis, bon, c'était une période aussi particulière parce que les gens n'avaient plus accès ni au cinéma, ni au théâtre, ni à rien. Donc, la librairie devenait à peu près le seul lieu où trouver une espèce de nourriture spirituelle. Avant de laisser la parole à Frédéric, je vous pose cette dernière question un peu compliquée. Pour les gens qui n'ont pas lu de livre des éditions Le Canoë, par lequel faut-il commencer? Quel auteur conseilleriez-vous de votre catalogue? Attention, c'est une question un peu compliquée, j'avoue. Oui, parce que c'est un peu comme demander à une mère de choisir parmi ses enfants. C'est un peu ça. Peut-être que vous pouvez nous en présenter quelques-uns. Ah oui, Bien sûr, bien sûr. Mais je crois que les livres, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. Quel type de livre on a envie de lire. Vous voyez, vous avez envie de lire de la poésie. Je vous dirais le livre d'Adonis, qui est Syrie, un seul oreiller pour le ciel et la terre. Est-ce que je peux vous le montrer? bien sûr. Avec plaisir. Voilà. Est-ce que vous pouvez les lever un petit peu plus, un peu plus haut? Voilà. Comme ça? Le monter un peu plus haut. Voilà. Voilà. Alors, pour moi, Adonis, c'est un des grands poètes actuels. C'est un poète arabe. D'ailleurs, il y a une partie arabe dans le livre. Toute la dernière partie du livre est manuscrite de sa part. Et c'est un livre qu'il a écrit sur les photographies d'un de ses amis qui s'appelle Fadi Masri Saada. Voilà, ce sont des images de la Syrie et il a écrit des poèmes sur la Syrie. Syrie complètement dévastée. Une horreur, les ruines d'un pays sur lequel, qui a été le berceau de notre civilisation. Voilà. Est-ce que c'est le rôle d'un écrivain de faire un état du monde, selon vous? Ben, il le fait, de toute façon. Je pense que les écrivains font des états parcellaires du monde, oui, je pense. Alors, c'est de différentes façons. Ouais. Est-ce que il y a vous avez dit tout à l'heure que les écrivains, c'était la parole des morts. Alors évidemment, c'est une phrase tellement importante, elle s'est dissoute comme ça dans d'autres choses, mais on va y revenir. Parce que, est-ce que vous pouvez développer ça? Parce que ce n'est pas évident d'entendre ça et puis en quoi c'est la parole des morts? C'est-à-dire tout ce dont on est fait aujourd'hui vient de la culture dans laquelle on est né. Et cette culture, elle a elle-même une origine. La France est née de la Gaule, qui est née de Rome, qui est née de la Grèce. Et tout ça, ce sont des paroles qui se sont succédées à d'autres paroles, qui se sont écrites, qui se sont publiées et qui nous ont constitués. C'est de ça que on est fait, de ces paroles-là. Alors, c'est extrêmement important pour savoir qui on est. Est-ce que vous avez la sensation, c'est une question difficile et peut-être trop difficile, mais est-ce que vous avez la sensation que votre choix aujourd'hui, avec votre expérience, avec les années vos années d'éditrice, n'est plus le même? Ou est-ce que c'est peut-être les conditions de la vie qu'on a qui font que le choix n'est plus le même? J'ai du mal à vous répondre parce qu'évidemment, on n'est pas dans les mêmes conditions et on n'est pas devant les mêmes choix. Donc, on ne sait pas si on aurait choisi ce qu'on a choisi dans d'autres circonstances. C'est un peu une abstraction. Mais si vous voulez, moi, je considère que l'édition, c'est un peu... en fait, je me considère un peu comme un chercheur d'or. Ce qui m'intéresse, c'est tout d'un coup, c'est de voir l'or. Je comprends très bien les chercheurs d'or qui ont ratissé les rivières à travers les cailloux pour voir
Mais je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est la même démarche. On cherche, il y a des tas de gens, tout le monde écrit, il y a des gens, ils écrivent depuis qu'ils sont petits, alors ils écrivent soit des lettres, soit rien du tout, soit des dossiers, et puis plein de gens, des livres, ils essayent d'écrire des livres. Et parmi tout ça, il y a à boire et à manger, bien sûr. Euh, mais parmi tout ça, il y a de l'or. Et l'or qu'on ne voit pas toujours. Oui, la pierre par-dessus. C'est ce que Livernicène qualifiait de est-ce qu'il y a un diamant dans ce livre de pierre que je viens de recevoir? Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien Il sûr. était comme vous, d'origine belge. Et Pierre se demande est-ce que est-ce que cette excitation du chercheur d'or justifie le fait de refaire une maison avec la difficulté que c'est aujourd'hui, après en avoir vu une disparaître? Est-ce que votre expérience n'aurait pas été plus tranquille d'aller dans une maison vous auriez amené cette expérience et peut-être ce qui manque aux grosses maisons? Non, je ne crois pas que ce soit... Parce que, vous savez, pour s'engager vraiment dans quelque chose, il faut vraiment s'engager complètement. Quand vous êtes chez des autres, il y a toujours quelqu'un qui vous dit oh, ça va pas être rentable, ah, ceci, ah, cela. Et ça, c'est... Bon, il y a une liberté, si vous voulez. Tout ce qu'on fait euh, pour, pour que c'est un sens vraiment, il faut que ce soit un choix complètement assumé. Et moi, je sais que, par exemple, à la différence, au moment où, après la mort de mon compagnon, il y a quelqu'un qui est rentré dans le capital et avec lequel j'ai dû composer forcément, eh bien, il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est pas qu'il m'a pas laissé publier les livres que je voulais publier, mais j'avais une espèce il y a la censure et l'autocensure. Et l'autocensure, c'est beaucoup plus important que la censure. Parce que la censure, on peut se révolter. Mais l'autocensure, on se rétrécit, on se bride, on essaie d'imaginer ce que l'autre va penser, ce que l'autre va perdre ou va gagner. Et c'est très difficile. Alors ça, je me suis dit que je ne voulais plus revivre ça. Je me demandais une chose par rapport j'imagine, ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pourriez nous montrer des livres, par exemple, nous parler des auteurs que vous aimez chez vous et nous recommander des livres de chez vous? Bien sûr. Alors, comme je vous disais, bon, ils vont tous intéresser d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez, j'ai commencé par 3 livres. Le premier, c'était de Claire Fourier. Alors, je vous le montre. Comme ça, on verra bien le logo. Voilà. Oui, de toute façon, il est au centre des Sur livres. toutes les couvertures quasiment. Voilà. Oui. Donc, Tombeau pour Damien. Donc, j'ai commencé par 3 livres. Le livre de Claire Fourier, le livre d'André Bouni, qui c'était sur le Vietnam, un voyage au Vietnam, plusieurs voyages au Vietnam d'ailleurs, et le livre de Pichard, qui s'appelait Lisbonne disparaît. Et en fait, c'était 3 voyages. Un voyage dans le temps, le Tombeau pour Damien, où Claire Fourier, Damien, c'est le dernier qui a été écartelé sur la place de Grève à Paris pour avoir voulu, disait-on,
assassiné Louis XV, mais en fait, elle montre dans tout le livre que Damien a voulu juste l'égratigner pour lui dire si le roi continuait comme ça, le pays allait être à feu et à sang. Et en fait, on l'a donc écartelé sur la place de Grève. Donc, c'est un voyage dans le temps avec une revisitation de l'histoire telle qu'on nous l'a enseignée. C'est un très beau livre, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a énormément de talent avec qui je vais continuer de travailler. Ensuite, le livre d'André Bouny, Vietnam, voyage d'après-guerre. On redonnera tous ces livres, évidemment, voilà. sur notre page. Ouais, voilà. C'est un livre magnifique parce que André Bouny est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé sur le Vietnam. Il y est allé de très nombreuses reprises. Il s'est engagé aussi politiquement il a été un de ceux qui a combattu la dévastation qu'a fait l'agent Orange dans le pays et qui est à l'initiative de procès qui vont avoir lieu prochainement d'une ancienne ressortissante du Vietnam. Mais là, ce sont ses voyages au Vietnam. Il nous raconte ce pays à travers justement qui est une sorte de condensé de tous ces voyages. C'est une merveille. Le dernier, Pichard, Lisbonne disparaît, est une espèce de rêve. C'est un conte, c'est un tout petit livre merveilleux. Et dont je vais publier d'ailleurs un autre livre très prochainement qui s'appelle L'île des morts de lui. Voilà, donc ça a été les 3 premiers livres de la maison d'édition. Et puis, je me suis beaucoup intéressée, c'était un projet que j'avais déjà auparavant, à un écrivain russe, justement, Julian Semenov, qui est un immense écrivain, qui a, si vous voulez, qui a d'une certaine manière raté une espèce de notoriété mondiale, et notamment en France, mais pas qu'en France, à cause de la chute de l'Union soviétique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait dû être à la place d'un John le Carré, d'un auteur de cette importance-là sur le plan même des ventes, car c'est bon, c'est toute une série, si vous voulez, d'espionnage avec un héros qui s'appelle Stirlitz, qui se trouve en fait dans toutes les positions, dans toutes les guerres que l'Union soviétique a menées depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis Lénine jusqu'à sa chute. Alors, c'est passionnant parce que ça nous fait voir l'histoire autrement que la manière dont on nous la sert, d'une certaine manière, de notre côté. Ce n'est pas un livre d'historien. Pardon ? Ce n'est pas un livre d'historien, en fait. Non, mais vous savez, l'histoire, c'est du roman aussi. Hein. Je veux dire, l'histoire, tout est du roman. C'est pour ça que le roman est si intéressant. C'est que ça nous raconte comme ça, comme on le veut, enfin, ça nous contextualise dans un fil du temps qui est arrangé, forcément. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de cet écrivain russe ? Alors, il s'appelle Julian Semenov. Semenov, S-E-M-E-N-O-V. Alors, le premier livre, La taupe rouge, qui avait en fait été publié, mais à Moscou, bon, je l'ai republié, ça a eu d'ailleurs un très grand succès, un très grand succès, vraiment. Et le deuxième, Des diamants pour le prolétariat, est le deuxième que j'ai publié. Et le troisième, qui va apparaître l'an prochain, qui s'appelle Opération Barbarossa,
continue, je veux dire, le cycle qui va... Et je pense qu'on va se rendre compte que on va se rendre compte de l'importance au fil des livres de son œuvre. On lui souhaite la même redécouverte que Nina Berberova, qui en 7 ans est rentrée au Larousse. Oui, si vous voulez. Sauf que je ne sais pas si Berberova était si connue que ça en Russie. Lui, il est très connu en Russie. Oui, mais extraordinairement. D'accord. C'est un immense écrivain en Russie et qu'on a complètement occulté, mais pas d'une façon vraiment volontaire. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même des modes. C'est-à-dire il y a eu un moment où on n'a plus voulu voir dans la littérature russe que les écrivains dissidents. Les autres, on les a passés sous silence. Et c'était un des autres. D'accord. Voilà. Ouais. Mais pour moi, de toute façon, la littérature russe, c'est une des grandes littératures, une des grandes littératures mondiales. Voilà. Ça, c'est la taupe rouge. La taupe rouge. D'accord. Et ça, c'est des diamants pour le prolétariat. Formidable. Et on attend donc Barbarossa l'année prochaine. Et vous attendez Barbarossa l'année prochaine. Eh bien, écoutez, moi, je n'ai plus de questions. Nathalie, je te laisse la parole. Avant de vous donner le mot de la fin, déjà, je vais vous remercier d'avoir été là avec nous ce soir, Colette Lambridge, pour parler de votre maison d'édition, donc les éditions Le Canoë. Je vais donner rendez-vous demain à 19h pour une prochaine rencontre. On recevra Christophe Péruchat pour son livre qui s'appelle Les 7 gingembre, paru aux éditions du Rouergue. Colette Lambridge, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vais vous donner le mot de la fin. Et vous remercier encore 1000 fois d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir de vous recevoir. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Ah, est-ce qu'il y a une fin? Ah, c'est un bon sujet, ça, de livre. Un grand merci, en tout cas, à vous, merci à vous. Et à toute votre initiative aussi, parce que c'est bien de pouvoir parler des choses qu'on fait. C'était d'autant plus important que ce soit une petite maison qui cherche des pépites, qui réouvre 2021. Merci beaucoup à vous, vraiment, du fond du cœur. Merci, je vous souhaite une belle soirée et à demain pour les autres, même heure au même endroit. À demain, bonne soirée Colette. Bonsoir.